Alors, d'abord, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, pour, votre participation assidue à chaque fois qu'il y a un événement, du Club Luxe, de la DTEM. Donc, merci beaucoup, hein, c'est vraiment, adorable aussi, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de passion dans ce club et c'est, avec joie que je vous retrouve. Je vous avais vu la dernière fois, je crois c'était au mois de septembre. Donc on va passer d'ailleurs peut-être sur les actualités du Club Luxe pour que vous puissiez, entrevoir un peu ce qu'on vous a préparé. J'espère que vous entendez bien, toutes et tous, hein, ce que je raconte parce que c'est difficile. Bonsoir Alexandre, je vois que tu es toujours fidèle au rendez-vous. Alors, est-ce que Corentin, peux-tu passer les slides ou alors c'est moi qui passe les slides? Non, hein, c'est moi qui dois passer? Je ne sais pas. Parce que la dernière fois, c'était toi qui les avais passés, Corentin. Ah, je peux le faire. Ah bah d'accord, donc je clique là-dessus. Ah oui, en effet, ça marche. Merci beaucoup, Corentin, heureusement que tu es là. Alors oui, je voulais juste déjà, passer sur les actualités. Bon, je rappelle simplement les objectifs du club que vous connaissez déjà tous, hein, toucher tous les secteurs d'activité du luxe, hein, pas seulement, la joaillerie, le monde de la mode, les cosmétiques, parfums, hôtellerie, gastronomie, mais aussi, voilà, tous les univers et toutes les activités du luxe, cibler des thématiques actuelles. Et c'est pour ça qu'Erwan est là, puisqu'il vient juste de publier un ouvrage que j'ai vraiment dévoré pour ma part, même s'il est en anglais, mais c'est un anglais très très facile. Donc voilà, même celles et ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'anglais peuvent le dévorer tout comme moi. Donc cibler des thématiques actuelles. Et là, on parlera bien sûr de la vision d'Erwan Rambourg sur l'avenir du luxe en plein cœur de cette actualité sanitaire qui nous préoccupe tous. Updater la communauté en produisant des chiffres clés insights. Et là aussi, encore une fois, je vous encourage à vous offrir cet ouvrage parce il regorge aussi de chiffres clés justement sur l'actualité. C'est assez agréable parce que tout est toujours très argumenté. On sent que Erwan vient d'une belle institution. Placer le client au centre des sujets et apporter, hein, puisqu'on est un club marketing, hein, avant tout, et apporter une certaine hauteur de vue au débat. J'espère que vous aurez la hauteur de vue qui nous caractérise lors de ce webinaire. Alors, nous avons vu les nouveaux codes du luxe grâce aux maisons Guerlain, l'Orient Express et l'agence Neov qui était venue en février dernier. Alors là, c'était physique, hein, puisqu'on était tous ensemble réunis ce jour-là. Encore, nous avons eu également un sujet sur luxe et Covid avec Nicolas Chamla et Vadim Grigorian. Peut-être que toi, tu les as croisés, Arwan. En tout cas, peut-être Vadim, sûrement, je pense, dans tes pérégrinations dans le domaine du luxe. Et puis, aujourd'hui, nous parlerons des perspectives d'avenir du luxe selon Erwan Rambourg de l'institution HSBC. Les défilés de mode sont-ils encore à la mode? Ça, c'est un sujet que nous traiterons probablement en décembre. On est en train de le préparer avec Zaya du Club Luxe également. Les influenceurs virtuels et le luxe. Et on est en train de préparer aussi un sujet, peut-être même avant les influenceurs, sur la renaissance des marques de luxe, avec la reprise de Sonia Rykiel, le rachat de Patou, il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Voilà. Et puis donc, j'espère que pour ces prochaines conférences, nous aurons l'occasion de vous inviter à l'EM Normandie, rue du Ranelagh, qui est un très joli campus, rue du Ranelagh, un campus parisien, là où est l'école Ducasse. Donc, comme ça, vous pourrez faire votre cours de cuisine avant ou après, si vous le souhaitez. Alors, tout de suite, Erwan, rapidement, je te présente, même si tout le monde te connaît, puisque toute personne qui est connectée sur LinkedIn suit ton actualité. Donc, évidemment, tu es un expert de l'industrie du luxe. Ça fait beaucoup, beaucoup d'années que, alors, pas seulement en tant que responsable de la recherche action chez Consumer Retail chez SSBC, mais aussi et surtout lorsque tu étais à des fonctions marketing dans l'industrie du luxe, notamment chez LVMH et Richemont. Sur quelle maison tu as eu l'occasion de travailler dans ces deux grands groupes, rappelle-moi? Alors chez LVMH, j'étais au parfum, j'étais initialement chez Guerlain, puis chez Parfum Christian Dior. Et chez Richemont, j'étais dans la plus grande maison du groupe, c'est-à-dire Cartier. Voilà. Et en effet, bizarrement, j'ai quitté Non, mais Cartier pour rejoindre HSBC initialement à Paris
puis Londres, puis Hong Kong, puis New York. Avec un peu de chance, je vais arrêter de bouger maintenant. Donc tu es à New York et tu nous écoutes depuis New York, là, actuellement. J'espère que la connexion sera bonne. Alors donc 6 ans après, The Bling Dynasty, où voilà, tu mettais en avant et tu expliquais un peu comment on pouvait mieux regarder, ce marché chinois qui nous occupe beaucoup aujourd'hui. Et bien tu reviens avec cet ouvrage donc, Futur Luxe. Voilà, je vous le montre comme ça, mais je pense que vous avez déjà vu des images de cet ouvrage-là un peu partout. Il vient de sortir, hein, il est sorti il y a combien de temps? Quelques Et semaines, il est je sais sorti au début du mois. Enfin, il est sorti fin septembre aux US plus. et il est sorti début octobre en Europe continentale et en Asie. Voilà. Oui, parce que moi, je me le suis procuré. Alors, ne le faites pas comme moi, hein. Moi, Amazon addict, c'est pas bien du tout, je sais. Mais au moins, il arrive très rapidement. Voilà. Alors, moi, j'ai particulièrement aimé, mais on y reviendra, tes encadrés sur les predictions, my prediction. Je sais pas, on en reparlera peut-être, mais j'ai trouvé beaucoup de résonance voilà, avec pas mal de choses. Mais bon, on va pas tout dévoiler maintenant. Alors, ce qui est très bien fait, et c'est pour ça que finalement ce webinaire va être assez facilement structurable, c'est qu'il y a 10 thèmes, 10 têtes de chapitre voilà, sur lesquelles tu reviens. La première tête de chapitre m'a assez étonnée, j'avoue. C'est que ta première prédiction, justement, c'est Women are the future of luxury. Alors moi, je suis pas, voilà, je ne sais pas trop. Moi, je pensais que les femmes étaient déjà les principales consommatrices du luxe. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus quelle est cette première prédiction, cette première orientation, vision, en tout cas, du futur du luxe après cette crise. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et peut-être revenir sur l'image qui fait partie d'ailleurs de ton ouvrage et que on ne connaît pas. Enfin, moi, je ne connaissais pas cette maison, cette liqueur, enfin, ce whisky pour femmes. Absolument. Tout d'abord, je voulais te remercier pour l'organisation. Je voulais remercier Corentin également. Et puis vous remercier tous participants d'être là aujourd'hui. Donc c'est en effet le deuxième livre en fait. J'avais publié un premier livre il y a 6 ans sur l'avenir de la consommation chinoise. Là, ce deuxième livre, c'est beaucoup plus helicopter view, comme on dit ici à New York, c'est-à-dire que c'est plus long terme, c'est plus généraliste, et c'est vraiment sur le secteur du luxe, sur la prochaine décennie post-Covid. Alors, on pourra revenir sur cette idée de post-Covid, parce que selon la nationalité, on estime qu'on est déjà dans un monde post-Covid ou pas. Mais pour répondre à ta question sur les femmes, en fait, l'idée, c'est que c'est un livre qui est assez optimiste. Et donc, la première partie, en fait, se focalise sur les clientèles à venir et qui vont soutenir, en fait, la croissance volume dans le luxe. Et donc, ce sont les femmes, ce sont les Chinois, et ce sont les jeunes. Et évidemment, les femmes d'abord. Donc, je commence par les femmes. Et cette idée, comme tu l'évoques, c'est en effet le chapitre s'appelle The Future is Female. Et assez rapidement, j'ai eu le même commentaire que tu fais là, qui est de dire, mais finalement, les femmes étaient déjà majoritaires dans la consommation du luxe hier, le sont déjà aujourd'hui. Pourquoi tu nous expliques que les femmes sont l'avenir du luxe? En réalité, l'idée se rapproche un petit peu de ce que Shinzo Abe au Japon a appelé Womenomics. Donc c'est cette réalité que d'un point de vue économique, d'un point de vue potentiel de dépenses. Je cherche un peu mes mots, hein, je suis désolé parce que comme tu l'évoquais, j'ai écrit cet ouvrage en anglais, En c'est la anglais. première fois que je présente en français. Mais l'idée, c'est que We can make it. d'un point de vue économique, les femmes vont prendre une place de plus en plus importante. Alors c'est lié à plusieurs phénomènes. Un phénomène de réduction des écarts en termes de salaire entre les hommes et les femmes, un phénomène de plus grande participation au marché du travail, un phénomène qui est essentiellement, je dirais, sociétal, qui est la réalité qu'on se marie plus tardivement, qu'on a des enfants plus tardivement, si on a des enfants tout court, et donc ça libère énormément de dépenses potentielles
parce qu'au lieu de s'occuper de développer un ménage et une famille, ce qui peut être coûteux, on s'occupe de soi pour une durée plus importante. Donc, on est à l'aune aujourd'hui d'une vague de dépenses beaucoup plus importante de la part des femmes. Et il se trouve que c'est également accompagné d'un regard un petit peu différent également, d'une place pour les femmes qui est beaucoup plus ancrée avec... moi je suis un éternel optimiste et je vois toujours ce qu'on appelle des silver linings dans toute crise. Et quand vous repensez à la crise du MeToo, par exemple, aux États-Unis il y a quelques années, bon, bah, l'intérêt du MeToo, c'est également de pointer sur des différences qui ne sont pas rationnelles, encore une fois en termes de salaire, en termes de positionnement, en termes de rôle en fait, de la femme dans nos sociétés. Entre ça et la réalité que si vous avez regardé la crise du Covid-19 et la manière dont cette crise a été abordée par les différents pays, il se trouve que les 7 ou 8 pays qui ont le mieux traité cette crise ou adressé cette crise sont des pays où l'élite politique est menée par des femmes également. Donc il y a toute une série de convergences entre les aspects économiques et les aspects plus de société qui font que la clientèle féminine va être dominante en termes de dépenses incrémentales. Parce qu'en effet, comme tu le dis, en termes de dépenses, c'est déjà le cas, mais en termes de dépenses incrémentales, on va voir beaucoup plus de moyens financiers venant des femmes. Alors, ça va soutenir certaines activités dans le luxe de manière assez évidente, donc les activités qui sont déjà drivées par les femmes. On peut penser à la joaillerie, on peut penser aux cosmétiques, on peut penser aux sacs à main et accessoires, mais en effet, j'ai choisi exprès dans le livre d'interviewer la CEO d'une start-up, qui est une start-up dans le monde des spiritueux. Et qui est, comme tu le notes, une start-up qui est assez peu connue, parce que pour l'instant, il ne distribue qu'aux États-Unis. Et l'idée, c'est des spiritueux par les femmes, pour les femmes, même si j'adore personnellement ce produit également. Donc, ça n'est pas restrictif. Mais j'ai choisi cet exemple-là parce que les spiritueux, ça peut paraître inattendu. C'est un monde qui est, en termes de communication, en termes de marketing, c'est très masculin, voire macho. Et je pense que là aussi, si 75 ou 80% des dépenses des ménages dans le monde sont décidées par les femmes, elle a un discours qui est très intéressant et qui notamment met en avant le fait que le cocktail a été inventé par les femmes. Et évidemment, c'est un exemple qui est très relevant, si je puis dire, pour les États-Unis, dans la mesure où la culture du cocktail est assez dominante encore aujourd'hui aux États-Unis. Alors, il se trouve que c'est plus à la maison que dans les bars en ce moment, mais ça tend à dire que il ne faut pas être restrictif en termes des sous-secteurs du luxe ou d'une approche premium de consommation qui sera vraiment très influencée par cette clientèle féminine. D'accord. Donc, vous pensez qu'il y a encore une possibilité d'adresser cette clientèle féminine de façon exclusive? Parce que finalement, on voit aussi beaucoup de marques, enfin, on le voit en tout cas dans la mode, mais même dans l'horlogerie, je dirais, il y a de plus en plus ou dans les souliers, hein. Je parlais avec Weston, la semaine dernière qui me disait que, il y avait de plus en plus de femmes qui rentraient dans leur boutique pour consommer des souliers qui, en l'occurrence, avaient été dessinés plutôt pour les hommes. Donc alors, quand on parle Oui, du pied, c'est quand même un pied de femme, un pied d'homme, mais pas pareil et pourtant, voilà. Donc il y a quand même cette volonté aussi de blurrer les lines, de voilà, de unigender. Donc c'est pour ça que c'était aussi, intéressant de voir que vous voilà, qu'il y avait cette volonté de continuité de continuer à segmenter quand même il y a des produits pour les hommes et il y a des produits pour les femmes. Voilà, c'était, non, non, il est vrai qu'aux États-Unis, j'ai souvent cette remarque également sur le fait qu'il y a pas mal de sous-segments de consommation qui sont gender neutral, comme on dit ici, c'est-à-dire si vous pensez notamment aux crèmes de soins visage, ou si vous, mais les spiritueux sont un très bon exemple. C'est-à-dire que vous avez une communication sur le whisky, sur le bourbon, sur le cognac qui est incroyablement masculine, alors que la réalité de consommation, elle est mixte. Euh, et cet exemple-là qu'on voit là à l'écran, c'est encore une fois une marque qui a été développée par une femme avec la clientèle féminine en tête.
mais comme je vous le disais, moi, c'est un produit que j'adore et que j'utilise très régulièrement. Il y a pas ce côté restrictif. C'est juste que, en effet, il y a eu une sorte de tabou, ou en tout cas je dirais un développement de mauvaises habitudes à croire que tel ou tel segment était que masculin ou que Mmh. féminin. Pour certains sous-segments de la consommation, le genre importe peu. Mais la réalité, encore une fois, économique et sociétale, devrait pointer sur des dépenses beaucoup plus importantes venant des clientèles féminines. Exact et c'est vrai que nous voyons alors vous avez parlé des États qui étaient les mieux gérés, ayant mieux géré la crise, qui était portée, par des femmes et je vous remercie, hein, il faut le noter quand même et je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi Erwan. Mais, qu'en est-il des CEO? Et c'est la question, de Bettina, hein, je prends au vol quelques questions. Les Ouais. CEO de marques de luxe, est-ce qu'il y en a beaucoup finalement? On a vu que la maison Guerlain avait été reprise par une femme récemment, mais bon, Mhm. les marques de luxe aujourd'hui, elles sont-elles vraiment féminisées? Il y a beaucoup d'équipes marketing féminines, bien sûr, mais au niveau des CEO, de la Ouais. gouvernance, est-ce que ça va changer aussi? On parle de directeur artistique plus féminin, mais la gouvernance? Je pense que ça doit changer. Je pense que le secteur du luxe doit être le reflet de ses consommatrices. Et donc, c'est à la fois sur de la diversité, à la fois sur une question d'âge et à la fois sur une question de genre. Et donc, en effet, de sexe. Donc, si la clientèle dominante du luxe de demain, c'est essentiellement les femmes, la clientèle asiatique ou la Mmh, clientèle issue de minorités aux États-Unis, notamment hispaniques, afro-américaines, et une clientèle jeune, c'est assez difficile d'imaginer que le secteur peut avoir le luxe, désolé du mauvais jeu de mots, de conserver des boards et des comités exécutifs qui soient essentiellement blancs, essentiellement mâles, essentiellement âgés. Euh, voilà, je pense que la mission du luxe, c'est de refléter le zeitgeist culturel, si je puis dire, du moment et de la société et de la consommatrice finale. Et donc cette consommatrice finale est le plus souvent, ou sera le plus souvent, une femme, potentiellement asiatique ou potentiellement issue de minorités aux US, et très jeune. Je pense que c'est aussi voilà, les deux thématiques que je développe après, c'est en effet le focus Asie et notamment Chine, et le focus sur les jeunes. Donc, pour tenter de répondre à la question de Bettina, à quel moment, bon, je pense qu'il y a pas mal de réflexions qui sont en cours en ce moment. Je pense que l'intérêt, encore une fois, du Covid-19, c'est que c'est un accélérateur de tendance, c'est un accélérateur de réflexion. Le luxe, malheureusement, a pu pâtir d'une certaine arrogance ou d'une certaine complacency, comme on dit ici, c'est-à-dire cette idée que finalement, si la croissance est bonne, si les marges sont élevées, si la génération de cash est importante, tout va bien. Je n'ai pas forcément besoin de changer quoi que ce soit. Bon, l'intérêt d'une crise mondiale est aussi perturbante que le Covid-19, c'est que finalement, certaines questions que vous avez mis du temps à intégrer ou à reformuler, vous allez maintenant avoir cette opportunité de prendre des décisions qui vous paraissaient être des décisions difficiles il y a 6 mois et qui sont aujourd'hui des décisions, je dirais, quasiment obligatoires. mmh, Donc, c'est difficile de répondre directement à la question de mmh. Bettina en termes de timing, mais pour moi, le sens de l'histoire va faire que sur la décennie à venir, à la fois en termes de COMEX, à la fois en termes de représentation sur des boards, vous allez avoir plus de femmes, plus de personnes non caucasiennes, si je puis dire, comme on dit aux États-Unis, et plus de jeunes. Et donc vous avez vu déjà des boîtes hein, en termes de board. Si vous regardez le changement de membres du board récent chez Kering, c'est Mmh. exactement ça. Alors c'est presque... certains ont dit que c'était un peu un box-ticking exercise parce que c'est incroyable comme les 3 nouvelles nominations
chez Kering sont exactement sur cette mixité en termes de race, en termes de genre et en termes de jeunesse. Mais c'est clairement l'avenir. Et Très bien. honnêtement, il n'y a pas de problème de compétences. Donc, comme tu l'évoquais, Elodie, il y a une nouvelle CEO chez Guerlain qui est une femme. Honnêtement, je pense que le luxe n'a pas l'excuse de dire on n'a pas le calibre suffisant sur des candidates. Non, il y a tout à fait la qualité de management requise. Bon, bah, merci beaucoup pour ces remarques qui sont, très, positives et optimistes pour, notre place dans la société. Alors, nous allons passer au point 2, All Points East. Donc là, pareil, ma question c'est, bon, vous connaissez très, très bien, enfin, tu connais très bien, l'Asie, hein, pour y avoir vécu, de nombreuses années, avoir travaillé aussi, auprès de cet univers-là. Hem avec cette crise, on a quand même vu aussi un recentrage à la consommation des clients, chinois, hein, qui ne pouvaient plus voyager, donc ils voulaient consommer, tu Mhm. l'évoques, très bien dans ton ouvrage, du luxe vers, donc une consommation locale, hein, toujours. Hem, Mhm. alors quels seraient, pour toi, quels seraient les impacts qu'une telle relocalisation de la consommation pourrait avoir sur la proposition des marques de luxe en Chine? Qu'est-ce que ça change, en fait? Puisque la Chine a toujours été, voilà, très présente, hein, dans la consommation, hein. Tu dis qu'en 2025, 50 du marché, de la consommation de produits de luxe, sera fait par des clients chinois, hein, de nationalité Mhm. chinoise. Tu dis aussi que, en revanche, ce qui va changer, ça sera, leur mode de consommation qui sera donc plus local. En quoi ça peut Mhm. impacter, voilà, les acteurs du luxe qui sont déjà présents là-bas? Ouais. Voilà, j'aimerais avoir tes insights là-dessus. En fait, il y a pas mal d'impacts liés au fait qu'on vit pour l'instant dans un monde fermé. Il y a eu réellement une localisation des dépenses. Donc, comme tu l'évoques, une rapatriation de la consommation chinoise localement en Chine continentale. Il se passe la même chose en fait aux États-Unis, Mmh. parce qu'évidemment, les Américaines un peu fortunées qui avaient l'habitude de venir en Europe passer l'été, bon, Voilà. bah, si tu étais à Paris cet été, clairement, c'était assez calme. Euh, donc, il y a cette idée que lorsque je suis un gérant dans le secteur du luxe sur Hong Kong, par exemple, ou sur la France ou l'Italie ou euh, d'autres destinations qui sont essentiellement, enfin, qui étaient jusqu'à présent essentiellement drivées par les touristes, je dois comprendre que les flux touristiques, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça ne peut pas être le gâteau. Parce que euh, soit pour des éléments de changement en termes de monnaie, des éléments politiques, des éléments de santé, comme celui qu'on est en train de vivre de manière assez pénible en ce moment, je ne peux pas compter dessus. Donc, je peux simplement compter sur une clientèle locale. Donc le premier enseignement, et honnêtement, c'est un enseignement récent en Europe, mais je dirais que c'est un enseignement qui date d'il y a 4-5 ans à Hong Kong. Quand la clientèle mainland a disparu de Hong Kong il y a 4-5 ans, les acteurs locaux, les gérants de sociétés de luxe à Hong Kong se sont adaptés très rapidement, ont compris qu'il y avait pas mal d'argent malgré tout avec la clientèle locale hongkongaise, ont développé des événements, des animations de points de vente particulièrement ciblant ces clientèles locales-là, etc., etc. Donc ça, c'est une première implication, c'est d'apprendre à connaître la cliente qui est chez vous. Donc c'est typiquement Vuitton, Prada, Gucci, etc. France. Bon, bah, soudainement, c'est pas qu'ils ne le faisaient pas avant, mais c'était encore une fois une minorité des ventes en Europe. Bon, là, toutes les ventes en Europe sont effectuées avec des Européennes. Donc forcément, d'être au plus proche de ses prérogatives, ses goûts, sa manière de consommer, ça devient très important. La deuxième grande implication pour moi, c'est en termes d'investissement de points de vente. C'est-à-dire que les points de vente en Chine, jusqu'à il y a 4-5 ans, étaient essentiellement des showrooms qui étaient à moitié vides, Mmh. où j'allais découvrir des produits en tant que cliente chinoise. Et voilà, je prenais des notes, je discutais avec la vendeuse localement dans ma ville chinoise, mais je n'achetais pas localement.
parce que j'attendais de prendre mon prochain vol business pour Paris, Milan, Londres, New York, Tokyo, Séoul, que sais-je, pour acheter, parce qu'il y avait un gap de prix qui était tel que, in fine, voilà, c'était un showroom relativement vide. Aujourd'hui, ces showrooms sont pleins à craquer, donc ce sont des vraies boutiques qui sont beaucoup plus rentables qu'il y a quelque temps. Évidemment, avec certaines marques type Cartier, type Vuitton, qui effectuaient 2 tiers de leurs ventes auprès des Chinois en dehors de Chine. Bon, bah, comme toutes les frontières aujourd'hui sont fermées, une grande partie de cette consommation-là se retrouve en Chine continentale. Et donc, vous avez une performance en fait en retail qui est très forte. Mais la question qui se pose après, c'est en tant que marque, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de boutiques en Europe? Est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de boutiques à Hong Kong? Est-ce que, in fine, au vu de la génération de trafic que j'ai en Chine continentale, est-ce que j'ai pas besoin d'avoir, par exemple, des boutiques qui sont plus grandes ou un plus grand nombre de boutiques parce que ce trafic-là s'accumule? Alors, c'est difficile de prendre des décisions rapidement parce que en Asie, quand vous regardez en fait les baux, ils se renouvellent assez rapidement, donc ça va. En revanche, en Europe ou aux États-Unis, c'est assez difficile de trouver les bons emplacements. Et quand vous les trouvez, vous êtes un petit peu collé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de structurel, qu'est-ce qu'il y a de conjoncturel sur la fin du voyage? C'est assez difficile de répondre à cette question. Comme tu l'évoques, je pense que la rapatriation, c'est un phénomène naturel. Si tu regardes en fait la réalité que la clientèle japonaise était dominante pour le Mmh. luxe il y a 17-18 ans, 30% de bon, Hermès, ouais. bah, initialement, cette clientèle-là achetait à l'étranger. Aujourd'hui, et même pré-Covid, 90% des Japonaises achètent à la maison. Euh, donc la direction de l'histoire voudrait dire que, voudrait impliquer que pour les Chinois, ça devrait être pareil, mais il y a quand même un bémol assez important, même très important, qui est que le taux de pénétration des passeports en Chine reste très faible. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque le monde va s'ouvrir à nouveau, les Chinois et les Chinoises vont vouloir découvrir le monde. C'est-à-dire que moi, je parle assez souvent à des personnes qui sont basées à Paris, à Milan, à Londres, qui pré-Covid me disaient ah, c'est incroyable le nombre de Chinois qu'on voit. Et ben, faut s'habituer parce que ça n'a pas démarré en fait. Mmh. Il y a des questions qui sont très intéressantes, on les reprendra peut-être à la fin, mais j'ai besoin un petit peu d'avancer, Hélène, je suis désolée, mais j'avais la même question Oui. que vous. Alors, je vais sur le troisième point, The Power of Youth, Inclusion and Diversity. Alors là, on parle davantage si je me souviens bien, de la Young Generation. Mhm. Donc, est-ce que tu veux évoquer en quoi, enfin sur ces 3 points, casualization, social media et values, tu parles beaucoup, d'une initiative que j'ai aussi, beaucoup suivie, Moncler Genius, que Mhm. tu interroges le CEO. Il devait venir d'ailleurs ce soir et finalement la date, malheureusement n'était pas Mhm. compatible avec son agenda, mais on essaiera de réorganiser ça une autre fois. Tu l'interroges, hein, sur cette initiative qui répond bien à cette puissance du jeune, de l'inclusion et de la diversité dont tu as parlé déjà quand tu as évoqué les femmes tout à l'heure. Hem, Y a-t-il des marques de luxe qui s'adressent, autres que Moncler finalement, aux jeunes sans pour autant, alors c'est peut-être une question un peu bateau, mais on parle de désirabilité, de désirabilité et d'héritage, Mhm. on parle d'une maison de luxe. Est-ce qu'on peut être encore, tourné vers les jeunes et tout en toujours conservant sa clientèle traditionnelle qui parfois peut s'avérer un peu, choquée? En tout cas, c'est, quand on enquête sur les boutiques Vuitton aujourd'hui, c'est aussi un peu parfois, un peu compliqué de pouvoir, voilà, adresser, son offre de service quand on a un sales people, qui se tient, dans une boutique Louis Vuitton, de s'adresser à la fois à une clientèle jeune, peut-être qui est moins connaisseuse, des codes du luxe et en même temps, d'avoir, celle à côté, juste à côté qui est assez, voilà, traditionnelle et puis plus fidèle, peut-être et moins, primo entrant, je dirais, au luxe. Mhm. Mhm. Voilà, donc est-ce que tu as vu toi dans ton parcours,
dans tes interviews, dans ton travail sur ce livre, d'autres, ou peut-être que tu peux revenir sur l'initiative de Montclair Genius. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette merveilleuse, histoire aussi. Non, mais je dirais que en fait, ce qu'on voit avec les jeunes, c'est que, bon, déjà, il y a une raison fondamentale pour laquelle les jeunes sont au centre du débat aujourd'hui, c'est que l'achat de luxe est essentiellement lié à la nature humaine et à ce besoin forcené d'acheter ma place dans la société, de Mmh. prouver à mes pairs, que ce soit des membres de ma famille, que ce soit des collègues, que ce soit des personnes que j'ai envie d'impressionner, que je vaux le coup. Ça vaut le coup d'avoir une conversation avec moi ou de m'offrir une promotion. Voilà. Donc ça paraît un peu aberrant, mais la réalité, c'est que je consomme du luxe très jeune parce que ça me permet d'espérer monter des échelons. Et donc, avec cette jeunesse, tu as en effet l'avènement de ce que la presse a appelé la casualization ou la sneakerization. Donc cette idée que, par exemple, une marque assez traditionnelle comme Ferragamo ne vend pas de cravate en Chine. Bon, ça fait complètement partie de leur histoire, mais il se trouve que même dans des environnements business en Chine, les gens portent pas de cravate, donc ça ne sert à rien. Il y a également cette idée que la découverte, le storytelling, hein, comme on aime dire dans le luxe, doit se faire de plus en plus en ligne parce que je suis sur des blogs, sur des forums, je suis sur TikTok, je suis sur Snap, euh, sur WhatsApp et autres. Et c'est ma manière, alors que, enfin, en tant que jeune, si je passe 10-12 heures sur mon téléphone, ce qui peut encore une fois paraître aberrant, c'est ma manière c'est ma première connexion avec le luxe. Alors, pour essayer de répondre et le troisième point, ce sont des valeurs. Donc, c'est effectivement euh, euh, des mouvements de société. C'est Black Lives Matter aux États-Unis qui a pris une place assez importante sur les 6 derniers mois. C'est comprendre un petit peu quelle est ma communauté, qu'est-ce que j'attends d'une marque en dehors des logos. J'attends une approche qui soit plus citoyenne et qui redonne aux communautés. Mais ta question est très intéressante parce que tu ne peux pas plaquer des tendances sur des marques. L'idée, ça n'est pas de travestir en fait l'ADN des marques. Et en effet, Moncler a fait un travail assez incroyable. Donc, ce que tu évoques, le projet de Genius, c'est en gros d'institutionnaliser les collaborations avec des artistes. Donc, c'est Vuitton il y a quelques années avec Takashi Murakami ou avec Kusama, par exemple. Mais ça, c'était une fois tous les 2-3 ans. Bon, Mmh. Moncler Mmh. fait ça tous les mois, ce qui peut paraître complètement fou, mais ça permet de capter l'attention. En fait, les jeunes clientes de luxe aiment être surprises. Et donc, je pense que dans cette approche-là, Moncler fait un très bon travail. Après, la casualisation, par exemple, si tu parles à des personnes qui travaillent chez Saint-Laurent, elles te diront, bon, les baskets, les tennis qu'on Mmh. voit émerger partout, chez Dior, chez Vuitton, chez Gucci, chez Moncler, pas tellement adapté à Saint-Laurent. Parce que Saint-Laurent, c'est le chic parisien, c'est plus haut de gamme, c'est plus understated, c'est plus discret, c'est plus... Voilà. Donc après, c'est un peu selon les marques. L'idée, c'est... L'idée du luxe, le succès des marques de luxe aujourd'hui, c'est sur la prise de risque et sur la différenciation. Mmh. Si l'idée d'aujourd'hui, c'est que vous êtes drivé par des jeunes et que les jeunes portent des baskets, si les baskets ne sont pas adaptées à votre marque, ne vous forcez pas. Honnêtement, l'idée, ça n'est pas de trahir l'historique ou de trahir l'ADN de la marque. L'idée, c'est de comprendre que avant le Covid, le luxe était drivé par des jeunes qui s'habillaient de manière moins formelle. Bon, après 6 mois de Covid et en ayant regardé des tutos de yoga et en faisant des Mmh. zooms, voilà, forcément la casualization, elle a été boostée aussi par la crise. Merci beaucoup. Size matters. Alors, moi, je sais pas, ça aussi, ça m'a un peu surpris, Erwan, parce que j'ai Mhm. bien compris, hein, que pour avoir sa place dans le secteur du luxe, il fallait avoir une taille financière suffisamment importante, hein. Tu parles de voilà, les advantages related to voice, authority, synergies, talents. Euh, Mhm.
Et en même temps, avec cette crise, finalement, on s'est dit: «Bon, bah, il y a quand même des acquisitions qui ont pas pu se faire». On a vu celle de Tiffany's. Quel est l'impact de cette crise dans le luxe sur le trésor de guerre? Et là, je parle à ton côté, ta casquette financière. Quel est l'impact de cette crise sur le trésor de guerre de ces grands groupes? Et ne va-t-il pas Mmh. y avoir, au contraire, moins finalement de croissance externe, voire même des groupes qui se défairont de maisons un peu moins, lucratives? J'aimerais avoir Mmh. ton opinion Alors là-dessus. alors je pense pas. Mmh. Je pense pas, bien De au ton côté contraire. optimiste. Je pense que sur les 10 ans à venir, il va y avoir beaucoup plus de consolidation dans le secteur. En revanche, oui, sur les 6 mois à venir, il y aura pas grand-chose. Donc, je vais OK. pas aller dans le détail, là, tout de suite sur, LVMH, Tiffany parce que ça pourrait faire l'objet d'un séminaire d'1 heure, Mmh. tellement il y a de possibilités, Mmh. sur les mois à venir, de développement sur cette affaire-là. Mais ce que je dirais, c'est que sur les 6 mois à venir, les grands groupes euh, sont en train de renégocier des loyers, sont en train de repenser leur stratégie en termes de CRM, par exemple, sont en train de repenser leur stratégie, repenser leur utilisation de staff et ont sans doute d'autres poissons à frire, comme on dit en anglais, que d'ajouter de la complexité ou d'ajouter des coûts fixes. Mais ce qui est encore plus important, c'est que pour moi, le secteur du luxe est un secteur essentiellement de vendeurs. C'est-à-dire que quand on me pose la question pourquoi LVMH n'achète pas Chanel, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que Chanel est vendeur? Et la réponse est non. Bien sûr. Donc les deals ne se font que lorsque vous avez des familles indépendantes qui sont prêtes à vendre. Aujourd'hui, post-Covid, ou en tout cas en sortie de crise, c'est pas le bon moment de vendre. La mariée n'est pas belle. Vos chiffres d'affaires ont été horribles au premier semestre. Vous avez sans doute perdu de l'argent. Si vous regardez en tout cas les sociétés cotées, les Tod's, les Ferragamo, les Mmh. Prada, etc., elles étaient toutes en perte. C'est pas maintenant qu'il faut vendre. En revanche, le rationnel à long terme de consolidation, il est lié justement à ce VAST, donc le VAST, donc Voice, Authority, Synergies et Talent, cette idée que vous êtes encore aujourd'hui sur un secteur de recrutement et non pas de fidélisation. Évidemment, c'est mieux si tu peux fidéliser ta clientèle et qu'elle revient, mais la majorité des ventes est encore liée à ta capacité en tant que marque de recruter des nouvelles consommatrices. Mmh. Et donc, voice, ça veut simplement dire, si tu es une société de sac à main et que la cliente typique, elle est jeune, elle est chinoise et c'est une femme et elle est dans le marché de mon premier sac à main de marque, malheureusement pour toi en tant que marque indépendante, euh, cette femme-là va regarder les 3 leaders, va regarder Mmh. Vuitton, Chanel, Gucci. Parce qu'en termes de taille et en termes d'investissement, ce seront les marques qui seront les plus visibles. Si elle a un peu plus d'argent, elle va peut-être regarder Hermès. Si elle est un petit peu plus edgy, alternative, elle va peut-être regarder un Dior ou un Prada. Mais disons que la liste est assez courte parce que quand j'achète mon premier sac à main, j'achète pour les autres. Donc, Mmh. je veux avoir la reconnaissance immédiate. Lorsqu'on passera à un secteur du luxe qui ne sera plus lié à des primo-accédantes, mais plutôt à euh, une clientèle qui revient, à ce moment-là, oui, en effet, ça sera moins compliqué pour les petites marques d'émerger. Mais aujourd'hui, on est encore sur des effets de taille parce que la voie fait que je peux recruter. Donc ça paraît complètement contre-intuitif, mais LVMH a publié des résultats la semaine dernière. La marque 50 Vuitton a 000 sans doute la000. Mmh. meilleure croissance du secteur, alors que c'est la plus grande marque du secteur. Mmh. Et donc Ouais. encore une fois, c'est un élément tangible pour montrer que on se situe encore dans un secteur de recrutement. Et comme c'est un secteur de recrutement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très optimiste. Parce qu'on a encore énormément de clientèle chinoise, énormément de À clientèle conquérir. américaine à recruter. Mmh. Malheureusement, l'avenir est moins lié à la clientèle occidentale européenne ou à la clientèle japonaise, par exemple. Mais Mmh. beaucoup de recrutement encore à venir. Bon, tant mieux, c'est toujours, très optimiste en tout cas pour notre secteur. Brick and mortar, alors là aussi, surprise, la les tu le retour du retail, alors que c'est vrai que, finalement, on a vu ces ventes sur internet bondir, mais tu l'expliques très bien, hein, sur les indicateurs de performance aussi,
et peut-être les nouveaux indicateurs de performance des boutiques qui ne seront pas forcément liés au chiffre d'affaires réalisé. Arrêtons de cloisonner finalement les canaux de vente du luxe et ayons plutôt une vision un peu globale de la performance d'un point de vente on et offline. Mmh. Là, j'ai mis le nouveau magasin. Tu as peut-être visité à Osaka. Moi, j'ai pas pu le voir. Il n'était pas encore ouvert quand j'y suis allée. Je ne sais pas si finalement il a ouvert ou pas. J'ai vu la photo, mais je ne suis pas tout à fait sûre de l'ouverture. C'est ce merveilleux le store Louis Vuitton avec ce restaurant, un Mmh. premier restaurant Louis Vuitton. Donc là, on parle d'expérience, hein, on est en plein dans l'expérience retail dont on parle depuis quelques années, mais qui va pour toi en tout cas encore plus être présente. Et cette crise elle va accélérer encore la transformation du retail. Mmh. Donc, est-ce que tu veux évoquer un point de ton chapitre particulier? Je n'ai pas vraiment de questions là-dessus. Non, non, très bien. J'étais surprise au début, puis après j'ai mieux compris pourquoi voilà, tu voyais qu'au contraire, parce que nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'e-commerce et on pensait du coup que voilà, la boutique en dur hein, était un peu derrière nous. Et au contraire, toi, tu dis c'est justement une sublimation de la boutique qu'on attend maintenant de la part des Ouais, acteurs. ouais. En fait, je pense que ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'on sort d'une période de 6 mois où, en effet, les ventes en ligne, ont été en plein boom, mais juste liées à la contrainte, à la réalité que, Bien sûr. ton parc immobilier était fermé. Donc, il n'y avait pas Mmh. vraiment de choix. Mmh. Heu, la raison pour laquelle je pense que l'avenir du luxe est encore, en brick and mortar dans les 10 ans à venir, c'est essentiellement cette idée que, encore une fois, on s'adresse à une primo-accédante. Et donc, si j'achète mon sac Vuitton ou ma montre Cartier pour la première fois de ma vie, euh, on parle beaucoup de storytelling entre les marques et les consommatrices. En fait, ce qui compte plus pour moi, c'est le storytelling entre les consommatrices elles-mêmes. Et si mon histoire d'achat d'un sac à main de marque, c'est en gros, j'étais devant mon écran, j'ai cliqué 2 fois et j'ai été livré en 48 heures, il n'y a pas d'histoire. Okay. Mmh. Et donc, c'est pas seulement que les marques vont vouloir développer un relationnel privilégié vraiment fondé sur l'émotion, le souvenir, le partage, c'est aussi que la cliente, elle dépense pas mal. Et donc, à dépenser pas mal, j'ai envie qu'on me raconte une histoire autre chose que ce que je peux accéder en ligne. Donc, quand une société comme Nike m'explique que à terme, plus de la moitié de son chiffre d'affaires sera en ligne, je la Mmh. crois sur parole. Pourquoi? Parce que Nike a un prix de vente moyen qui est en dessous de 100 $. Pourquoi? Parce que si j'ai acheté un top chez Nike et je sais que je suis médium, ou si j'ai acheté des baskets chez Nike et je sais que je suis taille 44, bon, je la vois sur le site, ça me va très bien. Si je me trompe, au pire, je les retourne, c'est 80 $, c'est pas perturbant. Si je suis dans la cosmétique, il y a un produit génial chez l'Occitane, sans faire la pub de l'Occitane, mais qui est la crème main au karité. Ici, aux États-Unis, ça me coûte 23 $. Je l'ai essayé, je l'ai adopté, je l'adore. Est-ce que j'ai besoin de traverser la ville pour aller acheter un produit à 23 $? Non, c'est l'équivalent d'une capsule Nespresso. Je l'ai goûté, je l'ai adopté, je la commande en ligne. Encore une fois, là, on est sur du repeat purchase. En luxe, on n'est pas sur du repeat purchase. En luxe, très souvent, on est sur mon premier achat de marque. Et donc, ce premier achat de marque, il doit être encadré et il doit être voilà, il doit nourrir en fait mon souvenir, mon expérience. La grande implication pour moi, c'est que si en effet le brick and mortar a un avenir, c'est un avenir qui doit être très très différent, comme tu l'évoquais. La boutique ne peut pas être un copier-coller. Mmh. Ça a été l'erreur. Bon, c'était pas une erreur parce que ça a fonctionné, mais disons qu'il y a 10 ans, les marques de luxe qui ouvraient en Chine un flagship à Shanghai, et ce flagship fonctionnant bien, ont fait des copier-coller. Ils ont ouvert 40, 50, 60 boutiques en Chine sur le même modèle. Et c'est exactement ce que la consommatrice ne veut pas. La consommatrice veut de la surprise. La consommatrice, comme disent les Américaines, ne veut pas cette impression de déjà-vu, okay. Cette impression de revivre en fait des expériences. Alors, il faut évidemment qu'il y ait des codes graphiques, il faut que je comprenne que je suis chez Vuitton, chez Consistency. Cartier, Mmh. etc. Mais c'est nécessaire d'avoir cette différenciation. Alors, cette différenciation, tu l'as énormément au Japon.
quand tu visites les points de vente au Japon, tout est très différent. Il n'y a pas une boutique qui ressemble à l'autre. Ça m'amuse que tu mettes l'exemple d'Osaka, parce qu'en effet, Vuitton au Japon, que ce soit à Osaka ou que ce soit notamment à Tokyo, il n'y a que des expériences, que des formats, que des assortiments de produits, que des œuvres d'art qui sont complètement différentes les unes des autres. Mais c'est valable pour le monde entier. C'est-à-dire à New York, je ne veux pas avoir un flagship qui est un copier-coller d'un flagship que j'ai peut-être à Bond Street à Londres ou rue de la Paix à Paris. Donc il y a une nécessaire transformation du point de vente. Alors je ne suis pas en train de te dire que le online va rien représenter. Moncler a récemment donné une indication en disant voilà, pré-Covid, c'était à peu près 10% de nos ventes. Post-Covid, c'est-à-dire dans 3 ans, ça sera à peu près 20% de nos ventes. Ça me paraît être un bon niveau, autour de 20-25%. Si tu m'expliques que tu es une marque de luxe très haut de gamme européenne et que la moitié de ton business est en ligne, il y a comme une contradiction dans les termes. C'est-à-dire, soit tu prends des risques en termes de brand equity, soit en réalité, tu n'es pas si haut de gamme que ça et tu es plutôt du luxe accessible. Très clair. Autre thème, Democratic Luxury, tu en as déjà un petit peu parlé. Alors, tu as eu la chance d'interroger le CEO de Claudie Pierlot, groupe SMCP. Est-ce que, alors on est sur l'accessible luxury, mais toi, tu estimes que c'est vraiment une étude de cas intéressante parce qu'il a adressé cette clientèle plus jeune avec des codes du luxe assez intéressants. Est-ce que tu veux revenir là sur ce sujet tu as parlé aussi, oui, tu parles aussi du succès de Swarovski et Pandora plutôt dans la bijouterie haut de gamme. Oui, tu dis qu'il y a aussi un champ des possibles qui n'est pas encore très occupé. C'est justement ce domaine de la bijouterie haut de gamme ou joaillerie accès à la marque. Est-ce que tu veux revenir sur cet exemple peut-être de Claudie Pierlot? Ouais. Alors là, on aborde, donc là c'est plutôt la troisième partie du livre. Donc la première partie, c'était l'avenir des consommatrices. La deuxième partie, c'est l'avenir du monde corporate et la distribution. Et là, la troisième partie, c'est de dire, bon, finalement, on est toujours dans un marché de primo-accédants, mais imaginons qu'on converge vers un marché du luxe qui soit plus dans la répétition. À ce moment-là, je regarde des substituts potentiels du luxe. Et un substitut potentiel, c'est en effet le luxe accessible. Qui pour moi a en effet pas mal de potentiel à la fois dans tout ce qui est prêt-à-porter et comme tu l'évoques en joaillerie. En revanche, ce qu'on a vu pour l'instant dans le luxe accessible sur tout ce qui est maroquinerie et accessoires, c'est une incapacité en fait de challenger les marques haut de gamme européennes. Donc notamment, il y a pas mal d'exemples de marques américaines, si tu penses à Coach ou si tu penses à Michael Kors, qui ont de très faibles croissances, même pré-Covid. Et la raison à cela, c'est que la primo-accédante, qu'elle soit américaine, chinoise, coréenne ou autre, si elle a la possibilité d'acheter Michael Kors ou Coach aujourd'hui ou d'acheter Vuitton, Chanel, Gucci dans 4 mois, elle va attendre 4 mois. Parce qu'il y a cette notion de retour sur investissement. Le retour sur l'investissement de mon sac à main. Étonnamment, quand j'étais basé à Hong Kong, j'interviewais pas mal de clientes chinoises qui me disaient Hermès, c'est du value for money. Bon, Hermès, c'est 10 fois plus cher qu'un sac Coach. Pourquoi c'est du value for money? Parce qu'en termes d'intégration sociale, ça fait 20 fois mieux que Coach. Donc, c'est ça que j'évoque en termes de retour sur investissement, si je puis dire. Alors, la chance du groupe SMCP, donc Sandro Mage, Claudie Pierlot, et la chance, en effet, d'un Pandora, par exemple, en joaillerie, c'est qu'ils sont sur des créneaux qui sont assez fragmentés et où, contrairement au sac à main, où en gros Coach et Michael Kors ont un peu phagocyté ce positionnement-là, il y a sans doute pas mal de croissance à venir. Alors, Claudie Pierlot n'est pas forcément le meilleur exemple parce que Claudie Pierlot, pour l'instant, contrairement à Sandro et Mage, est une marque qui est un peu franco-française et qui a du mal à se développer en termes de notoriété. Mais si tu regardes Sandro et Mage, clairement, il y a une résonance, il y a un appétit sur le positionnement parisienne, chic, alternative. Et en effet, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que c'est entre Zara ou H&M sur le côté fast-moving consumer goods et le côté plus luxe à part entière sur, disons, un Prada, un Burberry. Et donc là, je pense qu'en effet, il y a un potentiel de croissance assez important et ça peut devenir un substitut intéressant dans les années à venir. Alors, sujet aussi sur the luxury of health.
Je ne sais pas si tu voulais que je reprenne cet exemple de Lululemon qui est juste une story, incroyable que tout le monde a peut-être, suivi de son côté. Incroyable cette histoire Mhm. de Lululemon et de ce qu'ils ont fait aussi pendant la crise du covid. C'est vrai que cette crise, en tout cas, elle accélère, hein, comment dirais-je? L'appétence des consommateurs pour tout ce qui est sportswear, séances de yoga. Lululemon, tu le rappelais, a surfé aussi beaucoup sur cette tendance, Ouais. sur le bien-être, on s'occupe de soi, le repli aussi un petit peu, du consommateur. Est-ce que pour toi, quand tu évoques ce point-là qui est quand même, c'est vrai, très, un des impacts, importants, hein, quand même, de ce qu'on est en train de vivre. À quel type de sé tu vois, à quel type de segment d'activité du luxe tu penses exactement? Enfin, juste pour essayer de mieux comprendre, quel serait Ouais. l'impact de cette tendance de consommation, de cette appétence, hein, pour cet univers de la Mm. santé, du bien-être, sur le domaine du luxe. Bah, pour moi encore, c'est cette idée d'émergence de substituts. Et en réalité, euh, les aspects de santé ont été clairement boostés pendant la période du Covid dans des pays où la sécurité sociale, contrairement à la France, n'est pas très développée. Donc, si tu penses notamment aux États-Unis, où, voilà, à moins d'avoir une bonne couverture de ton employeur ou à moins de cotiser énormément, si il se trouve que tu contractes le Covid-19, tu peux te retrouver dans des situations absolument ubuesques. Donc, je pense que ça a augmenté la, vraiment l'intérêt des citoyens de par le monde pour la santé, que ce soit l'exercice physique, que ce soit la santé par les aliments. Donc c'est aussi vrai aux États-Unis que la malbouffe et que voilà, il y a cette idée que ce que je peux consommer peut avoir des effets soit bénéfiques, soit nocifs. C'est aussi l'émergence au-delà du yoga et en effet d'une marque qui a cartonné encore plus pendant la crise comme Lululemon, c'est l'émergence d'apps de méditation. Cette idée que je vais aller payer Matthew McConaughey ou John McEnroe pour m'aider à dormir, ce qui paraît complètement aberrant, mais la réalité, c'est que les clientèles un petit peu fortunées sont prêtes à dépenser pas mal de sous euh, euh, pour se sentir mieux en fait dans leur corps et dans leur tête. Et je pense que à la fois la santé physique et pendant cette crise la santé mentale, il y a eu pas mal de dépenses là-dessus. Donc encore une fois, c'est cette idée de substitut potentiel, c'est cette idée de priorité, in fine. Et en effet, ça va varier selon les politiques, ça va varier selon les nationalités. Je pense que si je suis une cliente de luxe française, je n'ai pas cette espèce d'énorme stress par rapport à des aspects de santé versus mon équivalente aux États-Unis. Mmh. Donc ça va être lié à voilà, des politiques sociales, des politiques, et puis aussi une certaine culture, une certaine vision du rôle en fait de l'administration publique dans les différents États. Alors, on arrive, au 8e chapitre, hein. Je crois qu'on va y arriver, Erwan, on va y arriver. Je t'accélère un petit peu. The premiumization of Ouais. everything. Alors, est-ce que tu peux expliquer, ce thème? J'aurais une question après pour toi. Alors là, encore une fois, c'est cette idée que lorsque je vais évoluer vers une approche repeat purchases, je ne suis pas sur mon premier sac à main de marque, mais peut-être mon troisième, mon quatrième. Est-ce que j'en ai besoin d'un cinquième? Sans doute pas. Et donc, ça va être le rôle de certaines sociétés de luxe et notamment d'LVMH en tant que leader qui doit redéfinir un peu quel peut être l'avenir, de trouver des moyens de euh, capter en fait des parties, en gros toutes les parties de mon portefeuille que Apple ou Samsung ne captent pas sur tout ce qui est électronique. Donc ça va être des expériences, ça va être d'être membre de Soho House, ça va être potentiellement le cannabis, ça va être les roasteries chez Starbucks où au lieu de payer mon café 4 dollars, je vais le payer 15. Mais ça va être tout. Voilà, en fait, c'est cette idée que le luxe, c'est
j'en ai pas besoin en réalité. Le luxe, c'est ce qui me permet d'avoir un sourire et c'est ce qui me permet de passer une meilleure journée que celle que j'ai peut-être mal commencé un matin. Voilà. Et donc, il n'y a pas vraiment de frontières en termes de substituts. J'évoque le cannabis, qui peut paraître un peu étonnant parce que c'est en dehors de la Géorgie et du Canada, ça n'est pas légal d'un point de vue fédéral, mais si tu vas dans le Colorado, à Denver, ou si tu vas à Los Angeles, il y a des rues très haut de gamme où il y a une vraie Incroyable ça. concurrence pour le staff, pour les emplacements Mm. et pour les dépenses. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'un Xème sac à main ou est-ce que finalement, je vais faire, tu as de plus en plus de soirées, on appelle ça mets et vins, voilà, en français. Bah, maintenant, tu as des soirées à LA qui sont des soirées mets et vins et cannabis, où tu as de l'huile de cannabis qui est conservée, diluée, et améliorée, un peu comme du scotch ou du cognac. Donc ça paraît complètement farfelu, mais la réalité, c'est qu'il y a des concepts en fait très haut de gamme qui vont détourner mes dépenses parce que je préférais être membre de Soho House et ça va me coûter 3 000 à 4 000 euros par an plutôt que de me racheter un autre sac à main. Donc c'est cette idée de diversion, c'est cette idée de dépenses qui vont aller vers d'autres destinations. Et ce qu'on a vu chez LVMH, pré-Covid, c'est l'achat d'une chaîne d'hôtels, c'est l'achat de Rimowa, qui est sur le voyage. Donc c'est relativement inattendu, mais c'est cette vision sans doute de Bernard Arnault que oui, un substitut éventuel du luxe, ça sera peut-être le voyage, ça sera peut-être l'hôtellerie, ça sera voilà. Où est-ce que la clientèle fortunée va dépenser après les sacs à main, les montres, la joaillerie, etc. Oui, j'ai trouvé très intéressant aussi ce que tu disais sur, en effet, la diversification d'une maison comme Vuitton, dans l'univers des voyages qui commence à être couvert par les marques de luxe. Tu l'as répété, tu l'as dit. J'aime bien l'histoire du tu évoques Total Recall. Total Recall, non, mais j'ai adoré. C'est vraiment, voilà, est-ce que Louis Vuitton demain ne pourra pas proposer au-delà de l'âme du voyage, dans sa boutique, où tu te mets sur un siège et puis tu pars découvrir le voyage fait par Vuitton. Ça m'a d'ailleurs fait penser à l'initiative de ce designer qui est très connu maintenant, Raito, qui s'était fait connaître en fait par des propositions virtuelles de sacs Vuitton, sacs Louis Vuitton, qui n'existaient pas. Et puis c'était il y a 10 ans au moins. Et on a vraiment Ouais. l'impression en effet qu'il y a cette virtualisation aussi, virtualisation du luxe Ouais. voilà, qui va bien au-delà des objets physiques en fait. Donc ça aussi, Non, je pense pour rebondir là-dessus, Vuitton a la chance d'être né sur la thématique du voyage. Vuitton, avant de vendre énormément de sacs à main, monogrammes et autres, Vuitton était avant tout un maltier. Et donc, je pense que la thématique du voyage est une thématique qui va rester très importante, même si, encore une fois, techniquement, le monde est fermé aujourd'hui. Mais Vuitton a cette chance, en termes de pouvoir d'évocation, un territoire qui est très, très riche encore. Mmh. Alors dernier point, et puis, non, avant-dernier ou dernier, je ne sais plus. Alors Avant-dernier. justement, le voyage, peut-être qu'on peut passer Voilà, rapidement sur le voyage, parce exactement, que je du vois coup. que je suis trop bavard. Oui, et moi Mais aussi. en gros, l'idée, c'est de dire le monde est fermé aujourd'hui, mais vous l'avez sans doute vu, toi, Elodie ou d'autres participants, il y a eu récemment des ventes de billets en fait pour des flights to nowhere. Donc en Australie, je peux en fait prendre un vol et faire le tour, ce qui est pas très éco-friendly pour être franc, pendant 7 heures parce que le voyage me manque. Bon, s'il y a des personnes qui sont assez folles pour décoller de Sydney et réatterrir à Sydney et passer 7 heures dans les airs, ça Ouais, me ça, dit qu'il y a un appétit pour le voyage et que quand soit on aura un vaccin, soit on apprendra à vivre avec cette pandémie, quand le monde va se réouvrir, le voyage sera très important. Donc là, il y a cette idée que le voyage est moins cher, le voyage est plus sécure, en fait, aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et il y a plus de data, d'informations sur le voyage. Il y a juste un petit bémol qui est cette prise de conscience des consommatrices, voilà. ce qu'on a appelé le flick-scam, donc en Scandinavie, donc le flight shaming en anglais, donc Flight shaming, ouais. cette honte voilà, de prendre l'avion parce que c'est pas terrible d'un point de vue écologique, mais donc peut-être que je vais réfléchir à 2 fois au lieu de passer
4 ou 5 fois à Hong Kong par an, ce que je faisais pré-Covid, peut-être que j'irai une fois ou deux et qu'on s'habituera à être comme on est ici en Zoom ou en Teams ou autre. Mais le voyage va rester une alternative très importante par rapport aux dépenses sur le luxe. On partira peut-être moins souvent, mais peut-être plus longtemps, ou peut-être moins loin. Alors, dernier point, disrupting luxury. Donc là, on a vu la Mm. dernière usine, alors c'était en début d'année, je crois, au Texas, Ouais. qui ouvrait pour justement adresser sa clientèle locale, hein, et se rapprocher de son Mhm. client, contrairement à ce qu'on a pu peut-être dire sur cet excès de zèle de la part de Monsieur Arnault auprès de Monsieur Trump. Voilà, tu parles de Made in Italy, Made in France. Est-ce que ça aura encore un sens demain? Made in a production site near you. Est-ce que c'est pas plus parlant aujourd'hui? Ouais. Voilà, est-ce que tu veux parler de ce point-là également? On va passer aux questions Je après. pense qu'en fait, il y a plusieurs aspects sur Disrupting Luxury. C'est vraiment cette idée que de plus en plus de consommatrices jeunes, notamment en Occident, moins en Orient, posent des questions sur comment ce produit a-t-il été manufacturé, quelle est la vie du produit une fois que je l'ai porté, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir une seconde vie ou est-ce que tout ce qui est seconde main, etc., tout ce qui est circularité, pour moi, ce sont vraiment des sujets qui vont dominer les conversations à venir. Là c'est plus l'exemple je dirais, d'un secteur un peu locaveur. Donc, en effet, Oui. on l'a vu en gastronomie, on l'a vu dans d'autres domaines. J'ai une tendance, encore une fois, si l'environnement est quelque chose d'important dans ma conscience, je vais avoir de plus en plus une tendance à vouloir que les produits ne traversent pas dans tous les sens la planète avant d'arriver à bon port chez moi. Donc, bon, je ne pense pas que ce soit la fin du Made in Italy, du Made in France, du Made in Switzerland pour les montres. Montre. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité. Donc là, tu donnes l'exemple de Vuitton. Ça n'est pas la première, en fait. Ça n'est pas le premier site de production aux US. Ils en avaient déjà 2 en Californie. Oui, c'est Mais le ça va être le troisième. site de production le plus important. Et l'idée, c'est que si je regarde le produit iconique, a priori, ça me ferait plutôt plus plaisir qu'il soit made in France. Okay. Mmh. En revanche, si je regarde des accessoires, et si tu regardes la petite maroquinerie Vuitton qui est vendue aux États-Unis, plus de la moitié est fabriquée aux États-Unis. Mmh. Et en réalité, comme ça n'est pas le produit iconique Mmh. majeur de la marque, le fait que ça soit made in the US quand je suis une cliente US, ça ne me pose pas un problème énorme. La Mmh. réalité, c'est que Vuitton produit des souliers, parce qu'on ne dit pas chaussures chez Vuitton, mais produit des souliers en Inde. Pourquoi? Parce que la façon sur le cuir en Inde est très qualitative. Donc, encore une fois, il y a ce côté proximité, et puis il y a ce côté aussi, finalement, artisanat, respect de la qualité. Et si je me rends compte que je peux avoir des souliers qui sont mieux faits parce qu'ils sont produits en Inde, so be it. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que cette dernière partie du livre, elle ouvre vraiment sur plus des problèmes de conscience d'un secteur qui, je pense, tardivement, en fait, commence à se réveiller sur les réalités de ce que certaines clientes demandent. Alors, ce n'est pas la majorité des clientes. C'est un peu comme Greta. Hein. Greta, ce n'est pas la majorité de sa classe d'âge, mais Mmh. elle parle plus fort que d'autres. Mmh. On l'entend plus que d'autres. Et ces clientèles-là sur le luxe qui vont demander plus de transparence et qui vont poser des questions sur la circularité du produit. Jean-Louis Dumas chez Hermès avait une très bonne citation qui était de dire le luxe, c'est ce qui se répare. Mmh. Okay, et comme il y a eu Exactement. pas mal de livres, d'articles, etc., sur la réalité que la fashion, donc le prêt-à-porter, est l'une des industries les plus polluantes de la planète, bon, Mmh. il y a une petite dichotomie où le luxe se doit d'essayer d'apporter des réponses. Voilà. Ouais, il y a en effet un vrai besoin qui se fait ressentir de la part des consommateurs, vis-à-vis de leurs marques qui doivent être en effet irréprochables, transparentes, traçables et on voit encore, que certains, voilà, on a vu les employés Hermès là très récemment qui avaient, voilà, fait du grey market, je ne sais pas si tu as suivi cette actualité là qu'on a vu il y a quelques semaines là, 3-4 semaines, hein et donc la traçabilité, l'origine du produit, il y a peu Mhm. d'initiatives et là je fais juste le lien avec le dernier webinar qui a été fait par l'ADTEM sur la blockchain. Il y a finalement très peu Mhm. d'initiatives sur la blockchain encore aujourd'hui.
On a vu Lys Nardin, Courbet, qui s'y mettaient, un petit peu. Ouais. Bon, ça aussi, est-ce qu'il y a des raisons pour ça? Est-ce que tu vois un paradoxe à ça? Ou parce qu'il y a quand même Non, une non, vraie pour moi, ça doit venir. Si tu veux, Patagonia, il y a 15 ans, a répondu au point de la circularité en disant, voilà, si j'achète un pull chez Patagonia, je peux le ramener au bout de 2-3 ans, ils vont me le réparer. Et si j'en veux plus, ils vont le donner à quelqu'un à qui ça va servir. Donc l'espérance de vie du produit, soudainement, passe. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre que c'est comme la pub Patek Philippe où finalement j'achète quelque chose pour la génération d'après. Sur le prêt-à-porter, bon, on peut espérer que ça dure un peu, mais peut-être pas 40 ans. Mais c'est cette réalité, encore une fois, de prise de conscience. Quand Burberry, il y a quelques temps, a annoncé qu'ils allaient arrêter de détruire des produits, ça va dans ce sens-là. En effet, surproduire pour après brûler des produits ou les détruire d'une autre manière, ça n'est pas une approche citoyenne. Mmh. Et donc encore une fois, quand on est sur un secteur du luxe qui se doit d'être le reflet des communautés auxquelles le secteur vend, je pense qu'il y a un besoin d'investissement de ce point de vue-là pour, encore une fois, répondre à des questions qui sont des questions difficiles. Voilà, donc ça va coûter quelque chose, mais il y aura un retour à ces investissements. Alors, merci beaucoup Erwan. Je vois qu'on a amplement dépassé le temps. Je vais regarder quand même, enfin Désolé, ouais. non, c'est moi, d'abord, je t'ai posé trop de questions, c'est ma faute, mais j'ai adoré, hein, donc voilà, je n'ai pas d'argent, je ne reçois pas d'argent de la part d'Erwan, mais c'est juste que, voilà, ça va être votre petite bible de chevet, votre petit Merci pour livre la de pub chevet. gratuite. Non, mais c'est vrai, j'ai vraiment bien aimé. Parce que c'est très straight to the point, quoi, à l'américaine. On rentre pas dans les trucs, machin. Il y a une interview, des insights, il y a des chiffres, c'est hyper structuré. Voilà, c'est un super ouvrage. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon, ton approche en tout cas. Alors, est-ce que vous Merci. avez des questions? Qu'est-ce qu'on va prendre, Erwan? Je sais pas, je reprends au départ là Écoute, il y a deux questions là il y a des remarques et merci. Et puis il y a deux questions où je peux essayer d'adresser ces questions-là. Donc je vois une question d'Hélène sur Kering en avance sur LVMH et Hermès sur la sustainability, du moins en com. Et ce que je dirais, c'est oui, ils sont très forts en com, mais au-delà de ça, il y a une réalité. Il y a une réalité qu'ils ont une Chief Sustainability Officer que j'interviewe d'ailleurs dans incroyable le bouquin d'ailleurs. qui s'appelle Marie-Claire Daveu, Bravo. qui est au comité exécutif de la société. Et il y a une volonté de François-Henri Pinault de mettre ces sujets-là depuis plus de 10 ans au cœur du dispositif. Donc en effet, il peut y avoir ici ou là un petit peu de greenwashing, comme on dit ici aux États-Unis, sur ces sujets-là dans le secteur du luxe. Mais pour Kering, je pense qu'au-delà de la com, il y a une réalité dans la manière dont ils approchent les choses. Je vois une question de Hakim Zemni sur le new normal post-Covid pour le luxe. Qui dit crise sanitaire dit crise économique aussi. Est-ce que dépenser pour du luxe apportera encore la même satisfaction? Est-ce que la clientèle fortunée restera aussi fortunée qu'elle ne l'est aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question parce que c'est très très contre-intuitif, notamment aux États-Unis. C'est ce que l'équipe Trump a appelé la V-shaped recovery, c'est ce que l'équipe de Biden a appelé la K-shaped recovery, donc le rebond en K. Alors le K, ça veut dire que les personnes qui étaient pas très bien positionnées avant la crise sont encore moins bien positionnées, mais les clientèles plus fortunées sont encore mieux aujourd'hui. Et donc c'est très étonnant, mais on voit un rebond de la consommation du luxe aux États-Unis en ce moment parce qu'il y a une corrélation avec le marché action qui est au plus haut, parce qu'il y a une corrélation avec le marché de la propriété, je dirais la résidence secondaire. Donc les résidences secondaires, je vais prendre l'exemple des Hamptons par exemple. Si je suis basé à New York et que je suis assez fortuné d'avoir une maison dans les Hamptons, ce qui n'est pas mon cas, cette maison, elle vient de prendre 30% en valeur cet été. Ouais. Et si par ailleurs j'ai fait du staycationing, donc je suis resté chez moi parce que je ne peux pas voyager, donc j'ai pas dépensé sur des billets d'avion, j'ai pas dépensé sur de l'hôtellerie, j'ai pas dépensé sur que sais-je des restaurants étoilés, je suis resté chez moi. In fine, je me sens encore une fois, ça paraît complètement fou de dire ça aujourd'hui, mais la clientèle, le top 20%, si vous voulez, aux États-Unis, se sent beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'avant la crise.
C'est faux. Et puis, vous n'avez pas le sentiment de culpabilité qu'il y a eu post le 11 septembre. Le 11 OK. septembre, c'était complètement inapproprié d'acheter du luxe, c'était vulgaire, ça ne se faisait pas. Se balader avec des sacs avec des logos, quelle idée. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Mmh. Étonnamment, on parle de discrétion, euh, d'acheter pour soi, de moins de logos. C'est faux. En réalité, les marques qui ont aujourd'hui sur leur sac à main des logos, la contribution de ces modèles-là est plus importante qu'il y a 6 mois aux États-Unis. Donc, encore une fois, en effet, il y a une crise économique qui est majeure dans pas mal de pays, mais la réalité, c'est que vous avez une population cible sur le luxe qui, dans certains cas, et c'est le cas en Chine, c'est le cas aux États-Unis, bon, et il se trouve que les Chinoises plus les Américaines, ça va être en gros cette année 100% de la croissance, s'il y a Mmh. une croissance, euh, elles sont plutôt bien orientées. Est-ce que ça va durer en Chine, je pense? Aux États-Unis, difficile de se prononcer. J'ai pas une vue sur le marché action, j'ai pas une vue sur le marché de la résidence secondaire. Donc c'est peut-être une recovery aux États-Unis qui est sans doute plus fragile que celle qu'on voit en Chine. Mmh. C'est un effet contre-intuitif. Complètement. Et ça rejoint d'ailleurs la question d'Ariel, quid du luxury shaming en temps de Shaming. crise économique? Mmh. Aux États-Unis, étonnamment, pas de Nada. luxury shaming, pas de complexe. Ça peut être choquant, hein, ça peut être choquant parce que vous avez Mmh. énormément de morts aux États-Unis, vous avez Mmh. énormément de pauvreté, vous avez énormément de chômage. Mais étonnamment, on est sur une société qui est toujours une société très individualiste, très sur mes libertés individuelles, mon succès. Et je n'ai pas honte aujourd'hui, si je peux me le permettre, aux États-Unis, d'acheter des sacs à main avec des logos et quelque chose de très visible. Encore une fois, ça peut paraître complètement déplacé dans une mentalité italienne ou française ou je dirais plus européenne de manière plus générale. Mais ici aux États-Unis, ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité du moment. Carpe luxem, dit Hélène. Est-ce que tu as vu une autre question de nos membres? Là, je regarde rapidement avec toi si tu peux faire le même. Alexandre qui commente là-dessus en disant pas de complexe non plus chez les Z. En effet, Effectivement, effectivement. il y a eu cette illusion que la jeune génération allait se détourner du luxe, allait avoir moins d'intérêt pour le luxe. Encore une fois, on est sur la selfie generation, on est sur une génération qui passe des heures sur des vidéos, sur du TikTok, sur du Snap, etc. et qui Mhm. finalement est en représentation permanente. Et donc Mhm. les marques que je porte ou que j'ai autour de moi m'aident à exprimer cette personnalité. D'où le succès de Nike, d'où le succès de Dior. Enfin, pour moi, c'est en effet, il y a une approche assez décomplexée. Mhm. Très bien. Bah, écoutez, nous avons allègrement, merci de prendre quelques minutes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction, nous demande Corentin qui nous suit, qui vérifie qu'on fait bien notre travail. Oui, oui, surtout remplissez bien le questionnaire, ça va me permettre aussi d'optimiser les prochains webinars parce que d'ailleurs les derniers feedbacks, j'ai essayé de les intégrer en laissant un peu plus de place aux questions, j'espère en tout cas. Et puis, vos insights sont toujours hyper, vraiment très, très, très positifs. Enfin, je veux dire, voilà, ça nous apporte beaucoup, donc n'hésitez pas. Merci infiniment à tous d'abord d'avoir été présents. Merci Erwan pour ce retour sur tes 10 chapitres. On a été un peu expéditif. On est désolé Erwan sur ce temps. Moi, j'aurais 4 heures avec toi. Voilà, j'aurais des tonnes d'autres questions. J'avais des tonnes de questions, mais bon, j'ai pas pu les poser moi non plus. Mais ça sera pour la prochaine fois. Et puis, voilà, quand tu reviens à Paris, hein, je compte bien te les poser et te demander encore une fois la dédicace de mon ouvrage. Voilà, merci beaucoup Erwan encore. Je sais qu'il y a des podcasts que tu es en train Écoute, de travailler. merci à toi. Je voulais profiter de juste 2 secondes pour Bien sûr, remercier les vas-y. participants et aussi leur dire que s'il y a des questions que Ouais, j'ai pas eu le temps de screener et qui leur tiennent à cœur, qu'ils n'hésitent pas à me en contacter envoyant par un petit LinkedIn ou email. autre. Ouais. Et je serais ravi d'essayer d'aider. Mm. Merci beaucoup Erwan et puis bah, bonne journée là-bas à New York City. Quelle chance. Bon, nous on va aller se Merci coucher. beaucoup. Nous on va aller se coucher parce que bah, il est bientôt l'heure. Hein, donc voilà. Allez, Très bonne à très soirée. bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir et Au merci à revoir. tous pour votre participation et vos super questions. Merci beaucoup.